Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la République démocratique du Congo, avec un dossier qui sera consacré au dialogue politique. Au programme également de cette émission, le militant anti-esclavagiste mauritanien Biram Ould Abeid, bientôt libre, et le Mali a rendu hommage ce lundi à l'ancien président Modibo Keïta. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Sylvain Ulrich Obam, vous êtes docteur en droit public, bienvenue. Merci Fanny. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-François Kandji-Combé, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En Mauritanie, la Cour suprême l'a ordonné ce mardi la libération du militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid, le président de l'ONG Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, avait été condamné en août 2015 à 2 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation non reconnue et rébellion, après avoir été arrêté dans le sud du pays alors qu'il menait une campagne contre l'esclavage. La Cour a requalifié ce mardi les faits en délit passible d'1 an d'emprisonnement maximum. Jean-François, d'après vous, pourquoi une telle décision maintenant ? Déjà, on se pose la question pourquoi une telle décision en août 2015 ? Parce que c'est là que les choses ont commencé et c'est là que les choses ont commencé à déraper très sérieusement parce qu'on ne peut pas soutenir très longtemps qu'une ONG qui a été reconnue, qui agit dans ce pays depuis très longtemps, est une organisation non reconnue. Et puis par ailleurs, l'acte de rébellion et de trouble à l'ordre public n'était absolument pas caractérisé. Donc c'est à ce moment-là que je crois que la justice mauritanienne s'est compromise. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, nous étions en pleine préparation de la campagne électorale pour les présidentielles et que ce militant voulait inscrire parmi les sujets, parmi les enjeux de la campagne électorale, la question de l'esclavage en Mauritanie. C'est une question sérieuse. C'est une question d'autant plus sérieuse qu'il y a une législation abolitionniste dans ce pays depuis le début des années 80, qui a été rappelée un peu plus tard. Il y a criminalisation, plus exactement, de l'esclavage. C'est bien la preuve qu'il y a des pratiques qui sont de cette nature dans ce pays. Donc maintenant, on assiste à, ce n'est que justice, si on peut dire, pour lui, que d'avoir fait l'objet de cette décision-là. Mais moi, je remarque que c'est quand même une mascarade qui est dommageable à l'image de l'Afrique en général, parce que même cette décision-là, on a retenu une qualification qui permettait de couvrir l'année d'emprisonnement qui était absolument indue. Bon, c'est bien qu'il soit libre maintenant. J'ose espérer que cette question-là, le motif pour lequel il avait été arrêté et emprisonné, pourra faire l'objet de débats publics. En Mauritanie, c'est quand même, je crois, la moindre des choses pour un État qui se dit démocratique. Daouda, que représente cette libération ? Cette libération fait renaître l'espoir dans ce combat justement de la lutte contre l'esclavage. On sait qu'en Mauritanie, c'est un vrai problème, effectivement. Malgré que l'État, malgré qu'une loi ait été votée pour justement, comme disait Jean-François, criminaliser, je crois en 2015, août, et donc malgré cela, il y a l'application de la loi. Et on sait très bien que dans ces sociétés-là, y compris pour la Mauritanie, c'est quand même difficile c'est difficile de voir où se pratique l'esclavage au sein des familles, etc. Et donc c'est encore plus délicat. Donc bon, maintenant, voter une loi, c'est une bonne chose. Il faut maintenant pouvoir donner toute la latitude nécessaire à cette loi pour qu'elle puisse s'appliquer. C'est-à-dire essayer je ne sais pas, mettre des commissions en place qui puissent surveiller la pratique de l'esclavage au sein même de la société. Pour moi, la question centrale, elle est là. La loi, elle est bien. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir établir, en tout cas désigner ceux qui pratiquent cela? Là, il faut une volonté politique qui accompagne cette loi. Il faut des moyens humains pour pouvoir aller jusque dans les fins fonds
des villes mauritaniennes pour voir tout ça. Parce que peut-être que ça se pratique encore et qu'on n'est pas au courant. Donc voilà, moi je pense que l'essentiel est à ce niveau-là. Et puis surtout, libérer la parole sur ce sujet. C'est un sujet tabou en Mauritanie depuis longtemps. Il est temps de libérer la parole. On est en démocratie et quand on est en démocratie, il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur l'ensemble des questions qui intéressent la société. Et j'espère que les autorités mauritaniennes vont tenir compte de cela. Sylvain Ulrich Obam, que pensez-vous de la libération de ce militant anti-esclavagiste? Je rejoins mes frères qui sont intervenus avant moi pour déjà dire que c'est un pas vers l'avant, vers beaucoup plus d'état de droit. Parce qu'avec cette condamnation, l'État mauritanien a abusé du droit. L'État mauritanien, constitutionnellement parlant, est là pour protéger et garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens mauritaniens. Sachant que l'esclavage moderne est une activité qui s'organise de manière sournoise, parce qu'il est très difficile de saisir ce fait-là aujourd'hui, mais néanmoins, lorsque une loi sur la criminalisation de l'esclavage moderne existe et qu'une association ou une ONG agit dans le sens justement d'éradiquer ce fléau, je pense que la moindre des choses, c'est que l'État mauritanien y accorde des moyens et inscrit véritablement dans ses politiques publiques la lutte contre l'esclavage moderne en Mauritanie. Je pense que c'est une décision effectivement qui va encourager d'autres justement militants qui justement ne pouvaient pas agir ou s'exprimer, à se libérer dans leurs paroles. C'est aussi ça la démocratie et je pense que la Mauritanie a tout à y gagner en veillant à ce que l'État de droit s'inscrive dans le processus effectivement de son développement économique, politique et juridique. Merci. Alors Jean-François, rapidement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la criminalisation par certaines lois de l'esclavage en Mauritanie. Malgré cela, selon les ONG, certaines pratiques subsistent. Est-ce que les efforts de l'État mauritanien sont suffisants aujourd'hui? Mais il y a des efforts indéniables en Mauritanie. Si on prend un spectre large pour l'observation, mais je serai bref quand même, si on prend un spectre large, il y a une vraie volonté politique d'une politique publique d'égalité des chances pour les citoyens, de mixité au sein de la société, dans l'administration, y compris au plan politique. On observe, je pense même qu'on peut dire qu'il y a eu un progrès de ce point de vue-là. Mais pour des pratiques sociales, qui sont des pratiques sociales, je ne dirais pas millénaires, mais en tout cas des pratiques sociales qui sont enracinées dans un passé long, on ne peut pas les éradiquer tout d'un coup. C'est bien la raison pour laquelle l'État s'est doté des moyens juridiques pour le faire. Maintenant, comme l'a rappelé Daouda et comme l'a rappelé notre invité, il faut de la volonté politique, il faut de la pugnacité dans le temps, et c'est ce que l'on attend du gouvernement mauritanien. Et d'une certaine manière, je ne voudrais pas douter que le gouvernement mauritanien a bien la volonté de mener ce combat jusqu'au bout. Merci. Dans l'actualité également, il y a 39 ans décédé Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Ce lundi 16 mai, un hommage lui a été rendu à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. L'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé la jeunesse à s'inspirer de l'ancien chef d'État. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali rend hommage à son premier président Modibo Keïta. Mort le 16 mai 1977, Modibo Keïta a été réhabilité par les autorités du Mali. Aussi, depuis le 4 juin 2015 et ce, à l'occasion de ses 100 ans, une commission est chargée d'organiser pendant une année des activités sur son œuvre. Ainsi, ce lundi 16 mai 2016, une cérémonie a été organisée à Bamako. Une occasion pour les autorités maliennes de saluer la mémoire de celui qui a proclamé l'indépendance du pays le 22 septembre 1960. Depuis juin 2015, la Commission nationale constituée à l'effet d'organiser le centenaire du président Modibo Keïta, avec le concours de la famille et des camarades politiques, s'est donné comme tâche de rendre hommage et de faire connaître l'homme dans sa vie, son itinéraire et ses œuvres pour les générations qui l'ont peu ou pas connu. Il s'agit à travers plusieurs activités, d'honorer et de saluer sa mémoire, de réfléchir sur sa vision, ses engagements et ses choix politiques, tant au niveau national
africain qu'international et partant d'inspirer les jeunes. Lors de cette cérémonie, le film Un homme, un destin du réalisateur malien Bécaye Traoré, un film retraçant la vie de Modibo Keïta, a été présenté au public. Pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Modibo Keïta doit servir de référence à la jeune génération. Vérité. Élève discipliné et studieux. Major à l'école primaire supérieure Théa-Son Fougère. Futur lycée Asker Mohamed, qu'il est aujourd'hui encore. Et major également à Ponty, William Ponty, il était dès lors inévitable qu'un tel homme ne se pencha pas très tôt sur les possibilités d'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et de l'Africain. Modibo Keïta, qui est aujourd'hui une icône au Mali, a dirigé le pays du 22 septembre 1960 au 19 novembre 1968. Il fut renversé par un coup d'État militaire dirigé par le général Moussa Traoré. Arrêté et puis emprisonné, il meurt le 16 mai 1977. En plus du mausolée qui lui est dédié ainsi que le stade Omnisport de Bamako, l'aéroport international Bamako-Sénou porte désormais son nom. Daouda, quel héritage a laissé Modibo Keïta ? Un héritage panafricaniste, de quelqu'un qui est déterminé, de quelqu'un qui aime son pays, de quelqu'un qui aime l'Afrique. Et je pense qu'il a bâti, qu'il a en tout cas posé les bases d'un État démocratique au Mali. Déjà, son rôle a été majeur dans l'accession du pays à l'indépendance. Je dirais pas que le Mali, puisque rappelons-nous que le Mali et le Sénégal ont accédé à l'indépendance dans le cadre de cette fédération du Mali, et ensuite qui a fini par éclater par la suite, et que chacun a choisi par la suite sa date pour célébrer son indépendance. Mais c'était un même peuple. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que son rôle dépasse même la République du Mali. Donc tout le Soudan français, c'est quelqu'un quand même qui est très intéressant, dont l'activisme et le patriotisme n'est plus à démontrer. Je pense que c'est quelqu'un chez qui la jeunesse malienne et africaine peut trouver aujourd'hui un certain nombre de repères dans la construction de cette unité africaine que l'on souhaite. D'ailleurs, bon, je ne dis pas qu'il a été parfait, forcément, surtout, c'est un être humain. Maintenant, d'ailleurs, dans la construction de l'Union africaine, ce que je regrette, c'est que les figures historiques qui ont lutté pour l'indépendance ne sont pas valorisées aujourd'hui dans la construction de cette unité africaine actuellement. Et ça devrait l'être. Je pense qu'on peut le faire à travers l'école, on peut le faire à travers un certain nombre d'hommages, comme ça vient d'être fait par le président Ibeka. Et je pense que c'est des actions à multiplier, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Mais pour les Maliens, je crois que c'est en quelque sorte le père de la nation. Jean-François, Modibo Keïta a aussi été controversé. Son image aujourd'hui est complètement réhabilitée. Je pense qu'au-delà de Modibo Keïta, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous, en tant qu'Africains, nous avons un devoir de mémoire, dans notre mémoire, de revisiter ces temps-là, c'est-à-dire ces chefs d'État, le temps où ils étaient au pouvoir, et comme Daouda l'a rappelé tout à l'heure, le temps de la gouvernance de Modibo Keïta n'était pas un long fleuve tranquille. Hein. D'ailleurs, le coup d'État est intervenu à un moment où Modibo Keïta était particulièrement impopulaire. On a relevé vers la fin de son règne essentiellement deux types de problèmes, des problèmes d'ordre économique, des réformes économiques qui n'avaient pas marché, et notamment sur le plan monétaire, des questions, le revirement monétaire du franc malien vers la zone CFA, etc. Et puis surtout la radicalisation, le caractère policier, de plus en plus policier du régime. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux types de problèmes, ces deux difficultés, on peut les rencontrer, on les a rencontrés en Guinée, on les a rencontrés ailleurs. Il est intéressant, il serait intéressant maintenant que nous avons le recul du temps, de nous interroger sur les causes de cela. Ce n'est pas un hasard si Modibo Keïta est passé du franc malien
au franc CFA. Parce que dans un premier temps, son intention était d'assurer l'indépendance de son pays. Il a été en but à tout ce à quoi a été en but notamment un Sékou Touré, par exemple. Et puis ensuite, il a fait un recul. Et puis la radicalisation, le caractère policier, la construction d'un État policier, il est aussi concomitant au fait que ces chefs d'État, et notamment Modibo Keïta, étaient en but à toutes les tentatives de déstabilisation, voire d'assassinat. Et que la société était... Donc, il est intéressant, y compris sur ces enjeux-là, maintenant que nous avons un peu le recul du temps, de regarder en tout. Et je terminerai juste par là. Pour moi, l'essentiel est ce que a rappelé tout à l'heure Daouda, c'est-à-dire la construction d'une conscience africaine dans ce pays, pas seulement dans ce pays, et qui dépasse ce pays, des intentions d'une politique sociale, juste 2 chiffres, une quinzaine de cadres au Mali au moment de l'indépendance, et la construction au bout de 5-6 ans de 7 hôpitaux, de plusieurs centaines de dispensaires, d'infrastructures d'éducation, etc. Ce sont des choses, rien que ces chiffres-là, ce sont des choses qu'on aimerait pouvoir dire de nos chefs d'État d'aujourd'hui. Et ceci suffit, me semble-t-il, à faire en sorte que je souhaite. Il est souhaitable que la mémoire de personnalités comme Modibo Keïta puisse se perpétuer et puisse servir d'exemple à charge pour nous de travailler historiquement les périodes pendant lesquelles ils ont gouverné. Oui, Daouda. Oui, j'ai envie de dire aussi que, bon, comme l'a rappelé Jean-François, effectivement, et puis surtout, c'est quelqu'un qui avait l'amour de la patrie, l'amour de son pays. Et j'ai envie de dire, puisque le Mali, dans le contexte actuel, avec certes des indépendantistes et le terrorisme, je pense qu'il faut quand même faire le lien en disant à ces gens-là où ils étaient pendant que des personnes comme Modibo Keïta luttaient pour l'indépendance du pays. J'ai envie de dire, où étaient ces gens-là aujourd'hui? Donc il est temps aussi, même pour ces personnes-là qui essayent de déstabiliser le Mali, de s'inspirer de cet homme pour enfin faire du pays, garder son statut d'un pays indivisible. Sylvain Ulrich Obam, que vous inspire la personnalité de Modibo Keïta? Modibo Keïta, comme beaucoup d'autres personnalités africaines, a incarné, comme le disaient mes camarades, une certaine vision de l'Afrique, d'une Afrique qui sortait durement de 400 ans d'esclavage, de plusieurs années de colonisation, et qui devait tout d'un coup, comme ça, se construire, en s'adossant sur ses cadres, sur ses hommes, etc. Et je ne voudrais pas être très long, mais je dirais tout simplement que la réhabilitation de Modibo Keïta s'inscrit dans ce précepte qui consiste à dire que marcher, c'est se souvenir. On ne peut pas construire les lendemains sans d'abord savoir d'où on vient. Et je réitère aussi le fait qu'effectivement, on doit pouvoir aujourd'hui, avec le recul que nous avons, enseigner aux générations actuelles l'histoire de la construction de nos États dans l'immédiate après-indépendance, au-delà de tout ce qui a pu se passer comme crise, qu'on peut attribuer de manière endogène ou exogène. Mais il arrive qu'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte de nos dirigeants. Il y a eu des contextes, et il faut inscrire justement la conscientisation du peuple malien, du peuple africain en général, dans ces contextes-là, et finir par faire la part des choses. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.